Je communique la passion et le fait, le regard qu'on peut avoir sur quelqu'un, de regarder son âme, pas que le prendre comme voilà, un petit soldat de course, ou vraiment regarder son âme, comprendre l'artiste pour qu'il puisse acquérir des choses auxquelles il ne s'y attend pas, qu'il puisse se dépasser. Salut, bienvenue dans Confidence. Ce soir, pour cette soirée pyjama, dans Confidence, on va vivre le destin fabuleux d'un danseur étoile, devenu chorégraphe, puis directeur de sa propre compagnie de danse. Mon invité, c'est Julien Lestel. Salut Julien. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un rêve de gosse, forcément, danseur étoile? Pas forcément. Non, pas forcément. Non. Oui, vraiment, enfant, c'était pas l'objectif à atteindre, c'était danser. Voilà. C'était danser, danser. S'exprimer avec le corps, c'était vraiment ça qui me motivait à faire de la danse. Il paraît que tu danses depuis que tu sais marcher, donc c'est oui, vraiment, exactement. Ça te touche depuis toujours, la danse. Ah, j'ai pas le souvenir de vivre sans la danse. Ouais. On va remonter le temps pour découvrir l'enfant que tu as été, et on va voir que la danse arrive très très vite dans ta vie, même si c'est pas un rêve de gosse, ça va le devenir, hein, on va s'en apercevoir. Toi, tu grandis près de Narbonne. Ouais. Dans quel genre de famille? Qui est papa, qui est maman? Très simple, maman professeur d'anglais, mon père qui avait fait des études voilà, pour être éducateur sportif. Ouais. Donc très physique, ma mère un peu plus intellectuelle, même si mon père avait une capacité intellectuelle aussi développée. Hein, je dis pas ça, c'est pas du tout réducteur. C'est pas le cliché du prof de PS. Non, voilà, exactement. Mais voilà, il y avait un bon équilibre entre les deux. Malheureusement, ils ne sont pas restés ensemble. Donc après, j'ai été dans une famille, on va dire, recomposée. Oui, tes parents se sont quittés très jeunes, hein, tu avais 2 ans. J'avais 2 ans, Ouais. ouais. Ça a été quelque chose de difficile à vivre pour toi. Tu disais, parce que, en préparant cet entretien, tu me disais, ça manquait de structure, un petit peu de... c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par là? Oui, c'est vrai. Moi, j'étais un enfant, j'étais attiré par un peu les règles, l'ordre, les choses bien carrées. Et là, c'était dans les années, on va dire, après les années 70, début des années 80. Ben, les mentalités différentes, il y avait une ouverture d'esprit très large. Bon, ça peut être aussi intéressant, mais parfois, quand c'est poussé un peu à son paroxysme, ça peut créer aussi des dégâts. Et j'arrivais pas trop à me retrouver un peu dans ces univers divers et variés. Ouais. Et c'est pour ça, je pense que c'est pour ça aussi que j'étais très attiré par le milieu de la danse, qui était quand même un milieu avec beaucoup de rigueur, de persévérance, de travail. Donc, au-delà d'être animé par le mouvement, la passion, les émotions, de travailler avec mon corps, j'aimais la discipline. La discipline, que tu n'avais pas forcément dans ton foyer. Alors, pour de la discipline, tu vas en trouver. Le déclic, à 4 ans, tu dis, c'est devant la télé. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Je sais pas, c'est des choses comme ça qui vous tombent sur la tête. Je vois le défilé des petits rats de l'école de danse de l'Opéra de Paris à la télévision. C'est un documentaire, un reportage? Un documentaire, voilà, et je dis, je veux aller là-bas. Donc, 4 ans. 4 ans. Okay. Ma mère, très étonnée, elle me dit, mais déjà, il faut apprendre à danser, parce que c'est des danseurs. Et puis après, c'est très dur, c'est une école où il y a beaucoup de sélections, donc on verra. Et je dis, je veux aller là-bas. Alors, on va te poser la question, à quel moment, parce que ça arrive très jeune là aussi, tu décides d'aller te frotter à l'Opéra de Paris et passer le concours des petits rats d'opéra? Et là, on a quel âge quand on présente ce concours? Ça faut commencer vers 9 ans, jusqu'à 14 ans. Moi, j'avais 11 ans. J'ai fait un stage à Cannes, dans une très grande école de danse qui s'appelait l'école de danse de Rosella Hightower. Rosella Hightower, oui. Le directeur me repère, appelle mes parents et dit, ce petit garçon, il me le faut absolument. Je vous fais une bourse. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que j'intègre l'école. Et quand mes parents m'ont proposé d'aller dans cette école-là, j'ai dit, quitte à partir de la maison, autant viser le plus haut. Je vais d'abord passer l'opéra. Tu as quel âge là, j'ai 10 ans. Là, j'ai 10 ans. 10 ans. Tu vas passer le concours et là, tu vas commencer à te frotter à la réalité de ce qu'est ce métier, parce que tu commences déjà à apprendre un métier à 10 ans. À quoi ça ressemble le concours quand on le découvre à 10 ans, des petits rats? Alors, il faut replacer l'époque dans un contexte des années 80, avec les mentalités qu'il y avait. C'est rude. C'est un choc émotionnel énorme. Pourquoi c'est un choc? C'est un choc parce qu'on traite les enfants comme du bétail. Les uns à la suite des autres, on les déshabille, on les mesure, on les pèse, sans aucune marque d'affection, ni verbale, ni physique, rien du tout. Ouais, on est un peu à la foire aux bestiaux, quoi. Hein. Complètement à la foire aux bestiaux.
les parents qui suivent derrière, ma fille est la meilleure, mon fils est le plus beau, quoi. C'était vraiment une ambiance assez sordide. De grosses compétitions, et même les parents s'y mettent. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc il y avait 3 tests pour ce concours. Test physique, tu dis on va te déshabiller et on va vraiment te regarder sous toutes les coutures, un peu comme un animal qu'on voudrait vendre à la foire. Ensuite, il y a le moment où il faut que tu danses, danse classique, et là, tu vas assister, avant de passer toi, à quelque chose d'assez... qui reste gravé dans ta mémoire, c'est cette petite fille qui passe le concours physique, elle, uniquement. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça t'a presque traumatisé déjà. Ça m'a traumatisé, et même, je me souviens, j'ai eu des réactions sur la peau de rougeur, tellement qu'en fait, il y a une petite fille qui sort de la pièce où on l'examinait, avec la personne qui l'examinait, donc en l'occurrence, c'était la directrice de l'école de danse, et qui demande à voir les parents. Où sont les parents de la petite voilà. On nous appelait par nos noms de famille, hein, donc c'était pas les parents de Julie ou d'Émilie, hein, c'était... Oui, c'était pas... les parents de Durand, ils sont où, quoi ? C'était vraiment... Militaire, avec bien la gouaille parisienne. Et là, les 2 parents arrivent, et la directrice fait « Ah, vous pouvez la reprendre. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, les parents étaient un peu petits, potelés, et elle voulait voir, comme elle avait peut-être des qualités de souplesse, de saut, mais comme elle avait un physique un peu rond, elle voulait voir comment étaient les parents. En se disant, si elle devient comme ses parents, elle ne fera jamais une danseuse. Donc, et en voyant les parents, elle a eu la réponse à ce qu'elle pensait, devant tout le monde. Donc, grosse humiliation, quoi. Les parents ont repris leur petite fille, ils sont partis... Voilà. Et moi, ça m'a choqué. Sans rien dire. Il n'y a pas eu un mot, la petite fille n'a rien dit, les parents non plus. Elle pleurait. Ouais. Elle est partie en pleurs et les parents essaient de la consoler, mais c'est atroce parce que non seulement la petite fille n'était pas acceptée, mais en plus les parents, on avait aussi pris leur grade. Oui, on a bien compris. Suite à cette image qui te reste gravée, tu vas passer, toi, le test physique sans problème, puis arrive donc le moment où il faut danser. Et là, c'est un déferlement de remarques désobligeantes, on peut le dire. Là, on se retrouve devant un jury qui, ouvertement, dit ce qu'il pense, avec des avis très tranchés. Lui, il faut surtout pas le garder, il est horrible. Lui, il a les hanches vraiment mal faites, il est trop tassé. On va pas quand même lui raboter les hanches. On entend des choses, non, mais vraiment... C'est incroyable. Aujourd'hui, en 2026, c'est incroyable. Ça existe encore, ce genre de pratique au concours des petits rats? Non, ça s'est beaucoup il y a arrondi. vraiment un accompagnement, beaucoup de bienveillance. Au contraire, c'est tout l'inverse. Ouais. C'est tout l'inverse. Tu passes ce concours avec succès. Tu vas réussir. Et là, ça va être quelque chose de très compliqué parce que tu vas t'apercevoir que, comme tu es pris à Paris, que tes parents sont à Narbonne, il va y avoir une vraie séparation. Oui. Comment ça se passe ? Et de ton côté, et celui de tes parents aussi, parce que c'était pas évident pour eux que tu sois pris comme ça, de but en blanc ? Non, je pense que mes parents s'attendaient pas à ce que je sois pris, parce qu'il y a tellement d'enfants qui se présentent, donc c'est vraiment une chance sur 1000. Donc, c'est vraiment ça, une chance sur 1000 il y a 1600 enfants, et on devait être à la fin 6 petits garçons. Oui, d'accord. Donc, voilà, et je m'étais pas préparé, en fait, j'avais pas réalisé. J'avais envie d'y aller, je voulais danser, mais j'avais pas réalisé vraiment que... Voilà, une fois que c'est arrivé, la réalité est arrivée, là, dans ma tête, et j'ai eu un choc. J'ai dit à ma mère, mais en fait, je vais plus te voir. Elle dit, non, c'est ce que tu voulais. Donc, et là, j'ai réalisé que j'allais rester dans ce milieu seul. Ouais. Et là, tu passes des jours et des jours à pleurer ? Oui, les 3 premiers mois, je pleurais pratiquement tous les jours. C'était très, très douloureux. Qu'est-ce qui te fait tenir ? C'est vraiment la pure passion, te dire je m'accroche parce que c'est le rêve que je veux vivre ? Il y a 2 choses. Il y a la passion et il y a parfois dans la vie, on sait où on doit être. Et là, je sentais que ma place était à cet endroit-là. Ils étaient comment les professeurs avec toi ? Et les autres élèves ? Parce que c'est une ambiance de compétition H24. Alors c'est sûr que c'est dur de créer des vraies amitiés au départ, parce que c'est toujours un peu faussé. Il y a un examen, il y a des renvoyés, il y a des reçus, il y a un classement. Donc tout le monde espère être dans les premiers. Tu vas passer combien d'années c'est 3 ans facilement, les petits rats de l'opéra. Et à chaque année, à chaque fin d'année, il y a un examen final. Il se trouve que toi, tu as une chance.
parmi les petits rayons de soleil, c'est que la directrice de l'école, elle t'a plutôt à la bonne au début. Et tu dis, elle va te mettre en avant. Comment est-ce qu'elle te mettait en avant? Oui, oui, elle m'aimait bien, elle me trouvait gentil, poli, je travaillais bien, j'étais mignon. Voilà, dès qu'il y avait des petits reportages à faire sur les petits de l'opéra, elle me choisissait, je faisais des télés, tout ça. Dans les spectacles, elle me distribuait très bien. Ouais. Donc j'avais un très bon rapport avec elle tout au long de l'école de danse. Ouais. Donc c'est marrant parce que tu t'es retrouvé finalement dans le reportage qui t'avait donné quelques années avant, quand tu avais 4 ans, envie de venir à l'opéra. Et puis arrive tes 13 ans. 13-14 ans. 14 ans, ouais. Examen final, et là, ça va être un nouveau traumatisme pour toi. Qu'est-ce qui se passe cette année-là, quand tu as 14 ans, à l'examen final de l'année? Donc je passe l'examen annuel, je suis sûr de passer dans la division supérieure parce que déjà le professeur qui avait cette division-là, la division supérieure, m'attendait, m'aimait bien, j'avais entendu que tout se passait bien pour moi. Ouais. Et lors des résultats, quand on colle la feuille de papier derrière la vitre de verre à l'opéra, je vois mon nom avec écrit « Renvoyé de l'école de danse ». Et là, tout s'effondre, je ne comprends pas. C'est vraiment... je suis complètement en état de choc. Abasourdi. Abasourdi. Et c'est une décision qui est irrémédiable. Il n'y a rien à faire, donc il n'y a pas d'erreur. Je suis renvoyé. La raison officielle, trop petit, passé en dehors, le coup de pied plus développé à droite qu'à gauche, des raisons physiques en fait qu'on m'attribue à ce moment-là quand mes parents demandent une explication. Pourquoi il est renvoyé. Il est renvoyé. Ouais. Et toi, tu sens qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Oui. C'est quoi? Il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui n'est pas clair. Ouais. Et puis j'ai su aussi, quelques années après, d'une personne qui était dans le jury à ce moment-là. Ouais. En fait, je passe l'examen avec le demi-frère de la directrice de l'école de danse. Celle-là même qui t'aimait bien? La même qui m'aimait bien. Et en fait, ce demi-frère était là plus parce que c'était un enfant turbulent. Et donc le père avait demandé, pour le cadrer, de le mettre à l'école de danse, dont dirigeait sa demi-sœur. Ouais. Mais il n'aimait pas la danse. Il écrivait sur les murs, même « je n'aime pas la danse ». À tel point, il n'aimait pas ça. Et l'examen, il a tout fait mal. Il a essayé de très mal danser pour se faire renvoyer. Parce que lui, la seule issue qu'il avait, c'est qu'on dise « non, c'est vraiment pas un danseur, il ne faut pas le garder ». Parce qu'il voulait vraiment partir. Donc il a dansé comme un pied. Il a dansé comme un pied, on passait 2 par 2. Ouais. Donc moi à côté. Et la directrice de l'école de danse, face au jury, pour essayer de dissimuler en fait la stratégie de son demi-frère, a commencé à déferler sur moi toutes sortes de choses pas très sympathiques. Tu as encore les mots en tête? Il est turbulent, il ne s'adapte pas, c'est un enfant très compliqué, on ne peut pas le garder. Elle a trouvé plein de choses. Voilà, on n'en tirera rien. Voilà, exactement. Donc le jury, contraints et forcés, a dit si c'est comme ça, tu le connais bien. Pourtant, il semblait pas trop mal, tout le monde un peu influencé, n'osant rien trop dire et a accepté le fait que je sois renvoyé. Toi, tu as 14 ans, tu es renvoyé alors que tu es vraiment un très bon élément de cette école. Tu ne comprends pas, tu rentres à Narbonne, ta maison familiale, et là tu vas dire à ta mère, j'arrête la danse? Là, je me sens trahi. Parce que moi je comprends, voilà, même si après on m'a expliqué pourquoi, ça n'a pas été une révélation, ça n'a fait qu'éclaircir ce que je pensais. Je me sens trahi, je me sens coupé de tout. C'est vraiment un choc, c'est comme si le temps s'arrêtait. Je me retrouve à Narbonne, dans une chambre dans laquelle j'avais passé que quelques vacances. Pendant 3 ans, j'étais à Paris. Le silence, l'ambiance du Sud, je ne comprends plus rien. Je dis à ma mère, je vais arrêter la danse. Ouais. Voilà, si pour avoir des chocs émotionnels comme ça, je ne vais pas avoir le courage toute ma vie de me battre s'il y a autant d'injustices. J'aspire à une vie plus tranquille, plus voilà. Coup de théâtre, avec un coup de téléphone, au bout du fil, Daniel Franck. Tu nous expliques qui est Daniel Franck? Daniel Franck était le professeur avec lequel j'aurais dû travailler si je n'avais pas été renvoyé et que j'étais passé dans la division supérieure, qui m'avait repéré et qui avait dit à mes parents, lui, il est vraiment doué, j'ai hâte de l'avoir dans ma classe. Donc il appelle. Et il dit à mes parents, je ne comprends pas la décision de la directrice de l'école de danse. Tout le monde est choqué. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais. Peu importe, maintenant c'est fait, on ne peut pas faire de marche arrière. Que veut faire Julien?
Et mes parents disent, il va arrêter la danse. Ah non, non, surtout pas, il faut qu'il continue. Il est vraiment fait pour ce métier. Il faut qu'il présente le Conservatoire supérieur de Paris. Tu intègres le conservatoire et là, on va te faire rencontrer un maître de danse. Ouais. Celui qui, tu dis, t'a tout appris. Ouais. Qui c'est ce monsieur? Comment tu vas le rencontrer? Et comment, alors qu'il ne fait de faire de la danse qu'à des adultes, il va s'intéresser à un gamin de 14 ans? Oui, maître Yves Brieux, il m'a tout appris. C'est vraiment une des personnes les plus importantes de ma vie. Il m'a appris comment danser, il m'a appris à ressentir la danse, il m'a appris à comment danser, il m'a appris à comment me comporter dans ce milieu artistique. Comment te protéger aussi. Comment me protéger exactement. Ouais. Il m'a donné énormément de confiance en moi, d'amour, de soutien. Il m'a épaulé, il m'a accompagné. Tout avec cette rigueur, cette persévérance aussi. Ouais. C'était des heures de travail à n'en plus finir, jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. Alors lui, il formait des danseurs étoiles, hein, clairement. C'était le top du top. Et pourquoi il décide de t'aider? Parce qu'il trouve que justement tu vis une injustice? Oui, en fait, c'est un professeur qui me faisait travailler une variation, qui travaillait aussi avec lui, mais c'était un danseur étoile de l'Opéra de Paris. Mmh. Et il n'y avait pas de studio de libre, donc il m'a dit on va aller chez Maître Brieux, parce que Maître Brieux avait un hôtel particulier dans Paris, et le dernier étage était emménagé en studio de danse. Mais vraiment, quand dans un tableau de Degas, piano, à queue, lustre, la barre, lui avec une canne, 83 ans. Et donc, il me faisait travailler. Et Maître Brieux monte les marches et arrive, me voit. Et il dit, mais ce petit garçon, il m'avait déjà repéré dans un spectacle à l'Opéra. Ouais. Il dit, je crois que je l'ai déjà vu sur scène. Et on lui dit, oui, mais ils l'ont renvoyé. Comment ça, ils l'ont renvoyé? Ben oui, ils l'ont renvoyé parce que, voilà, on ne sait pas trop, elle est en l'école de danse. Alors je m'en occupe. Voilà. Alors qu'il ne faisait travailler que les étoiles, ouais. Il n'y avait plus du tout d'enfants, d'adolescents, il ne prenait personne en formation. Ouais. Et il décide de me faire travailler. Et il t'a fait travailler comme un adulte, hein, tu le disais. Il n'a pas fait de différence pratiquement entre un danseur étoile et toi. Ouais. Et il t'a fait progresser très très vite, ce monsieur. Hein. Ouais. À tel point que tu vas être repéré. Alors il t'avait repéré déjà à l'Opéra de Paris, mais par un très grand chorégraphe. Ouais. C'est un des très grands avec qui tu as travaillé, c'est Rudolf Nureyev. Ouais. Qui au même moment où tu es chez Maître Brieux va te contacter. Comment il t'appelle d'ailleurs? Il te passe un petit coup de fil? Ça se passe comment? En fait, donc, il me connaissait de l'école de danse. J'avais déjà dansé en tant que petit rat de l'opéra dans ses productions, notamment dans Casse-Noisette. Ouais. Ça faisait 5 ans que je travaillais avec Maître Brieux. Et Rudolf Nureyev remonte son Cendrillon, sa production de Cendrillon, à Naples, au théâtre San Carlo. Et il avait besoin de renfort un petit peu pour de renforcer le corps de ballet de San Carlo, qui était bon, mais il manquait un peu de danseurs. Et voilà, il cherchait un peu des danseurs. Il avait entendu que j'avais été au conservatoire, que je travaillais avec Maître Brieux. Ouais. Donc il appelle et il demande si je peux venir aussi danser au San Carlo à Naples. C'est quoi le rapport qu'on a avec un chorégraphe comme celui-là? Parce qu'il paraît qu'il pouvait être tyrannique. Oui, il pouvait vite s'énerver. Mais en même temps, tellement une personne incroyable, tellement révolutionnaire, futuriste, par rapport à sa vision de la danse. Et c'était vraiment un chorégraphe et un danseur exceptionnel. Qu'est-ce qu'il t'a apporté, toi, par exemple, Nureyev? Il m'a apporté, ça a entretenu, parce que moi j'avais tellement été formé par Maître Brieux, donc j'étais pas en quête d'apprendre vraiment quelque chose. J'avais déjà, moi, ma lignée. Ouais. Mais c'est sa manière de marcher, de bouger, de se présenter sur scène. Il avait un aura exceptionnel. Il rentrait dans une salle, la salle s'illuminait. C'était vraiment une présence impressionnante. Et puis quelqu'un qui est passionné de travail, refaire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Voilà, ça a renforcé ce goût que j'avais déjà pour le travail. Ouais. Donc Cendrillon à Naples, production internationale, tu reviens à Paris et là il va se passer quelque chose d'assez émouvant puisque tu vas retourner voir Maître Brieux et c'est un peu la dernière fois que tu vas le voir. Oui, ouais. Donc après avoir passé 2 mois et demi à Naples, je retourne dans cet hôtel particulier rue de la Rochefoucauld, voilà, près de la place Clichy à Paris, dans le 9e arrondissement. Je sonne à la porte, on m'ouvre et on me dit « Oh, vous savez, il va pas bien. » Et je dis « Mais comment ça, il va pas bien ?»
ben, venez. Et là, je le vois allongé sur un lit. Il ne me reconnaissait pas. Il avait les yeux fermés et c'était vraiment ses derniers souffles. Ouais. Et la personne qui s'occupe de lui à ce moment-là te dit quelque chose de très touchant. C'est qu'en gros, il t'attendait. Oui, et elle me dit, je crois qu'il vous attend pour partir. Ouais. Parce qu'en fait, tu auras été son dernier élève, à ce grand monsieur de la danse. Il avait formé quel grand chorégraphe, par exemple, qui peut parler Il a formé tous les danseurs de l'Opéra de Paris, tous les grands noms de tous les grands danseurs de l'Opéra de Paris. Vraiment toutes les étoiles, à commencer par Claire Motte, qui était une grande danseuse, Monique Loudière, Noëlla Pontois, Jean-Yves Lormeau, Cyril Attanasov, on peut tous les citer, tout le monde allait travailler chez lui. Ouais. Et on voit que tu as encore beaucoup d'émotions à... Oui, ça replonge dans ces moments-là. Surtout que quand je suis sur un lit, je me souviens de le voir allongé sur un lit. Ouais. Et qu'est-ce que tu gardes de lui aujourd'hui, toi, en tant que professeur de danse, parce que tu es aussi patron de ta compagnie aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours dans un coin de ta tête et qu'est-ce que tu gardes de lui que tu communiques à tes élèves? Ah oui, il est en moi. Je communique la passion et le fait, le regard qu'on peut avoir sur quelqu'un, de regarder son âme, pas que le prendre comme un petit soldat de course, ou vraiment regarder son âme, comprendre l'artiste pour qu'il puisse acquérir des choses auxquelles il ne s'y attend pas, qu'il puisse se dépasser. Il aimait aussi parfois faire travailler les gens qui n'étaient pas forcément... ils étaient tous doués, mais il n'était pas attiré par les gens ultra doués. Il aimait aussi que... moi, quand j'étais renvoyé, c'est ce qui l'a motivé à me faire travailler. Ouais. Il aimait aussi transformer les gens. Façonner. Des diamants Et moi, bruts. J'aime ça aussi aujourd'hui. J'aime mettre les gens en valeur, trouver leur qualité, vraiment aller chercher des choses au plus profond d'eux qu'ils ne soupçonnent même pas eux-mêmes, pour qu'ils puissent se révéler à cet art. Ouais. Après cet épisode, Nureyev va t'appeler et puis tu vas lui dire non, je décline l'offre parce qu'il te proposait quel opéra, par exemple Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Ouais. Tu vas refuser d'être dans une chorégraphie de Nureyev et là, il le prend comment et pourquoi tu refuses? Parce que je voulais passer mon bac. Voilà, je suis quand même d'une famille d'enseignants, c'était important. Donc c'était obligatoire. Je voulais passer mon bac, donc je refuse, je décline, il comprend. Ouais. Vraiment, il comprend sans problème et comme ça, j'ai pu passer mon bac. Bon, alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir le bac en poche, donc ça, c'est fait. Ouais. Et là, tu te relances en te disant, tiens, je vais aller me frotter à une compagnie très connue dans le monde aussi, la compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Oui. Comment tu décides d'aller faire l'audition et pourquoi Monaco? C'est parce que finalement, tu connais un peu la région? Pas du tout, j'apprends qu'il y a une audition pour les Ballets de Monte-Carlo. Je connaissais la compagnie parce que c'était une compagnie qui avait des excellents danseurs, avec un très bon répertoire qui m'attirait. C'est important aussi d'aller dans les compagnies quand le répertoire vraiment nous correspond. Et donc j'auditionne, je prends le train de nuit, j'arrive à Monaco et je fais un jour d'audition avec les danseurs du monde entier. Et là, c'est gagné, on te fait entrer dans cette compagnie. Ouais. Et alors, 19 ans, tu es en CDI, tu me dis, carrément, en contrat à durée indéterminée au ballet. Qu'est-ce que tu découvres là-bas? C'est un nouvel univers pour toi? C'est un nouvel univers, c'est la première fois que je rentre, que je travaille et que j'appartiens à une compagnie professionnelle, que j'aborde un répertoire avec des chorégraphes différents, que je pars très souvent en tournée, que je parcours le monde entier. Oui, parce que c'est hyper prestigieux de travailler pour les Ballets de Monte-Carlo. Là, tu as fait le tour du monde. Oui, j'ai fait le tour du monde, donc c'est un bonheur un bonheur inouï. Ouais. C'est tous les jours, c'est mon rêve qui se réalise, être danseur professionnel et en plus dans une compagnie d'un excellent niveau et d'un répertoire incroyable auquel j'avais toujours envie d'avoir accès. Ouais. Et tes parents, ta maman, ton papa, ils sont fiers de toi là, à ce moment-là? Oui, ils sont fiers. J'ai jamais ressenti une très grande fierté. C'est vrai, ils sont humbles. Ils sont humbles. C'était, souvent j'entendais, il est doué pour ça, donc c'est normal qu'ils réussissent. Voilà. Mais les chiens ne font pas des chats, parce que tu es d'une grande humilité par rapport à tous les égos surdimensionnés qu'on va encore rencontrer dans ton récit. Là, on va s'apercevoir que quand même tu as vraiment les pieds sur terre. Tu vas rester 1 an à Monaco. Oui.
Mais l'envie est trop forte parce que tu apprends qu'il y a une audition pour, ça c'est ta revanche, l'Opéra de Paris. Ouais. Tu vas te présenter à cette audition. Ouais. Tu y vas dans quel état d'esprit? Un peu revanchard? Non. Non. Non, en fait, non. J'ai souvent réfléchi, je me suis dit, est-ce que... Non, en fait, non, juste l'envie de me dire, c'est peut-être maintenant, ça l'a pas été avant. J'ai rencontré Maître Brieux, donc finalement, un mal pour un bien. Grâce à lui, je suis ce que je suis aujourd'hui et comment je vais être toute ma vie. Une audition se présente, j'y vais et on va voir. Ouais. Et tu vas voir quelque chose, encore une fois, qui ressemble à un film, puisque tu vas tomber nez à nez, lorsque tu vas être auditionné, sur l'ancienne directrice, qui t'aimait bien, puis qui t'a fait un coup pendable, puisque c'est elle qui t'a viré quelques années plus tôt de l'école des petits rats. Qu'est-ce qui se passe pendant ce concours? Là, c'est très dur, parce qu'en fait, on a des numéros, un dossard avec un numéro, et mon numéro tombe pile nez à nez avec elle. Dans le studio, il y a toutes des barres un peu partout, une barre au milieu, de profil. Donc, il y a plein de barres tout au long du studio. Moi, je tombe à la barre, mais nez à nez avec elle. Donc, la place, la dernière place que j'aurais choisie. Et évidemment, c'est la présidente du jury de cette audition. Oui. Comment se passe ton audition, du coup? Tu la sens un peu hostile? Elle va essayer de te stabiliser? Elle est atroce. Elle me voit. Donc, je croise furtivement son regard, elle baisse les yeux. Là, elle bouge les feuilles, elle fait du bruit. Elle commence à prendre un chewing-gum, à faire claquer des bulles. Super. Puis ensuite, on passe un par un pour des variations. Quand on passe le premier tour, donc il y a un cours d'ensemble, là, ils éliminent beaucoup de personnes. Et après, il y a quelques personnes. Et là, on passe un par un. Et là, commence à sortir un coupe-ongle. Elle se coupe les ongles, clac, 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 pendant que je danse. On se croirait dans le film Black Swan. Oui, et en plus, là, il n'y a pas d'exagération, quoi. C'est vraiment la vérité. Oui, c'est ça. OK, alors, elle est présidente du jury, mais il y a quand même un jury, donc il y a d'autres personnes qui, elles, regardent ta prestation. Comment ça se passe? Ça se passe qu'il y a 12 personnes dans le jury. Sa voix compte double. Donc j'ai 11 voix, moins les deux siennes, 12-13. OK. J'ai tout le monde... à l'unanimité. À l'unanimité, je suis engagé, sauf la sienne, donc moins 2 voix parce que sa voix comptait double. Mais je suis engagé donc dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Très bien. Vous vous êtes recroisés entre-temps? Vous avez eu l'occasion de vous expliquer ou pas? Non, jamais. On s'est recroisés ce jour-là, après l'audition, une fois que les résultats sont tombés. Elle m'a regardé avec un regard plein de rage. Incroyable. Comme si elle avait perdu. Voilà. Alors que moi, j'étais pas du tout dans un rapport de force. Parce que si elle m'avait donné sa voix, ça aurait voulu dire qu'elle s'était trompée. Voilà. Elle ne pouvait pas se dédire. Et puis, quelques années après, je l'ai recroisée dans un couloir de l'opéra, peut-être 4 ans après. Et là, elle m'a regardé avec un regard assez tendre. Et j'ai senti dans ses yeux tout ça pour ça. Quelque chose de très... il y a eu un regard un peu... Voilà, là, on peut être dans un film. Sachant que le demi-frère, évidemment, lui, n'avait pas fait il avait arrêté carrière. Depuis un moment. Non, tout était terminé. Et j'ai senti vraiment dans ses yeux, pas désolé, mais tout ça pour ça. Bon. Alors, 6 ans que tu vas passer à l'opéra, en tant que danseur du corps de ballet. Ça se passe comment? Si tu devais me donner vraiment le sentiment que tu as eu pendant ces 6 ans. Ça se passe très très bien, je suis vraiment heureux. J'ai un contrat à durée indéterminée, donc j'ai une place très confortable à l'opéra, avec les meilleurs danseurs du monde, dans ce magnifique théâtre, et toujours les tournées à travers le monde, les chorégraphes les plus importants qui viennent faire des créations à l'Opéra Garnier, puis tout le répertoire aussi qu'il y a dans cette grande maison, donc je suis vraiment très très heureux. S'il y avait un souvenir qui pouvait illustrer cette période, qui serait très fort là, que tu aurais en tête? Il y en a plein. Alors, bien évidemment, c'est par rapport à la création. Quand Angelin Prajocaj est venu créer le parc, qui m'a choisi pour faire partie de cette création, ça a été un moment extraordinaire de pouvoir travailler avec ce chorégraphe, de créer, qu'il puisse créer vraiment avec moi. Quand Pina Bausch est venue remonter son Sacre du Printemps, elle a fait une audition, vraiment une très grosse audition sur 1 an et demi.
avant de trouver vraiment les danseurs qui l'intéressaient pour le Sacre du Printemps. Et puis travailler avec elle, après, voilà, ça a été quelque chose aussi d'extraordinaire. Ouais. Donc il y a plein de moments très, très forts, très, très forts. Voilà, donc tu as côtoyé vraiment l'élite et les plus grands, on le comprend. 6 ans à l'opéra, tu peux imaginer pratiquement finir ta carrière là-bas. Et pourtant, oui. Là encore, coup de théâtre, il vient de Zurich. C'est un coup de fil. Qui t'appelle de Zurich et pourquoi? En fait, on était en tournée avec l'Opéra de Paris à Lausanne. On dansait un ballet qui s'appelle Raymonda, le 3e acte. Et dans la salle, le directeur de l'Opéra de Zurich. Après le spectacle, il tape à ma loge. Il dit je voudrais vous parler. Je dis oui, bien sûr. Il me dit voilà, vous êtes le danseur qui correspond à ma compagnie. Je vous offre un contrat de danseur étoile pour ma compagnie. Et moi, je lui dis je suis très touché, merci beaucoup, mais je suis danseur à l'Opéra de Paris. Je suis dans le corps de ballet, je ne suis pas danseur étoile. Et puis ma place est à l'opéra. Il me dit réfléchissez bien. Vraiment, je vous promets de danser beaucoup de répertoires, faire des spectacles en tant que danseur principal, en tant que danseur étoile. Je ne vous le proposerai pas 2 fois. Oui, ça et il s'en va. Pas 2 fois, ce genre de proposition. Et donc, tu vas mettre combien de temps à te décider? Assez rapidement, peut-être 1 mois. Je réfléchis, je suis un peu déstabilisé. Surtout que j'avais pas forcément envie d'être un danseur étoile. Non, ça t'allait bien, corps de ballet, ouais. Alors, corps de ballet avec des responsabilités, on va dire danseur soliste. Mais danseur étoile, j'admirais tellement les danseurs étoiles de l'opéra. Déjà, ça me remplissait. J'avais pas besoin d'être à leur place, en fait. Voilà, l'humilité de Julien Lestel. Non, mais c'est vrai. J'avais pas envie de prendre leur place. Et puis, d'autant qu'à l'Opéra de Paris, quand on y entre dans cette grande maison, ça doit être compliqué d'en ressortir parce que tout le monde se dit mais il y a tellement peu d'élus, peu de personnes qui peuvent venir travailler. Comment ça se passe avec la directrice de l'Opéra quand tu lui annonces qu'on te fait cette proposition? Voilà, je vais la voir, je lui dis écoutez, on m'a proposé ça, je voudrais une année sabbatique. Donc juste partir 1 année et après je reviens. Parce qu'une proposition d'être danseur étoile pendant 1 an et de danser les premiers rôles, ça va m'enrichir, ça va me former encore plus. Et quand je vais revenir, j'aurai acquis toute cette expérience. Que du plus. Que du plus. Elle me dit, je suis désolée, non, je te refuse ton année sabbatique. Ta place, elle est à l'opéra. L'année prochaine, j'ai programmé beaucoup de choses qui te concernent. C'est pour moi très embêtant si tu n'es pas là. Donc je dis mais voilà, je sais bien, mais on est beaucoup de danseurs, je ne suis pas indispensable à l'opéra, il y en a d'autres, quoi. On est 150 quand même dans le corps de ballet. Et elle me dit non, ne crois pas ça, il y a des choses très importantes à faire où tu fais partie de nouvelles créations, tu fais partie de productions qui sont télévisées, il y a plein de choses importantes à faire. Et donc je dis en fait, si je comprends bien, si je veux vivre cette expérience, le seul moyen, c'est que je démissionne. Elle me dit, ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Mais tu le feras pas. Donc, allez, sors de mon bureau. Incroyable. La le défi est close. Et alors là là, je sors du bureau et je lui dis, je vais démissionner. La mort dans l'âme, parce que je voulais vraiment pas partir. Mais en même temps, je me dis, la vie, elle est faite de nouvelles expériences, ça va m'enrichir, je vais rencontrer de nouveaux danseurs. C'est peut-être un signe qu'il faut que je sois attentif aussi aux choses. Il faut faire confiance à mon intuition. Je sentais que ça pouvait être intéressant pour moi. Puis ça te réussit plutôt bien depuis le début, de te faire confiance à ton intuition. Oui. Donc tu vas arriver à Zurich en tant que danseur étoile. Moi j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est le quotidien d'un danseur étoile. Est-ce que c'est vraiment un danseur très privilégié par rapport au reste des autres danseurs? Oui, forcément, c'est un danseur qui a beaucoup de responsabilités. Même si le corps de ballet est très très important, un bon corps de ballet fait un bon danseur étoile. Un très bon danseur étoile avec un mauvais corps de ballet, ça n'a pas de sens. Donc c'est pas non plus la pépite. Donc c'est juste des gens qui sont capables d'assumer des grosses responsabilités
qu'on travaillait un peu d'une manière différente pour interpréter des rôles ou vivre intensément des personnages et les émotions passent bien avec le public. Mais ce n'est pas non plus des surhommes. Après, oui, il y a beaucoup d'endurance, parce que les ballets, parfois, surtout classiques, il y a beaucoup de performances en 3 actes, il y a beaucoup de technicité. Ouais. Mais donc, on les protège. Donc, forcément, c'est des cours à part, c'est des répétitions à part. Voilà, ils sont très choyés, les danseurs étoiles sont très choyés. Donc, tu as passé vraiment de très beaux moments là-bas. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que même si tu étais très privilégié, on t'offrait des fleurs, tu avais droit vraiment à tous les égards, à la réception, etc. Au bout d'1 an, tu vas avoir une nouvelle proposition. Et là encore, dilemme. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle proposition ? Oui, c'est Marie-Claude Pietragala qui venait de prendre le ballet de Marseille à la suite de Roland Petit. Ouais. Et donc avait recréé une compagnie, qui avait recréé un répertoire, parce que Roland Petit était parti avec tout son répertoire. Donc elle avait dû vraiment recréer tout ça. Et elle avait besoin d'un partenaire, donc elle m'a proposé de venir pour danser avec elle le répertoire classique. Donc c'était une proposition aussi qui m'a fait réfléchir. Ouais. J'étais pareil, très heureux à Zurich, vraiment épanoui. Vraiment. Mais je me disais, Marie-Claude Pietragala, cette artiste incroyable que je connaissais de l'opéra, on venait de la même école. Oui, donc... qui était une star en plus à cette époque-là, oui. Vraiment. Oui, vraiment. Ouais. Et puis je sentais que ça allait me faire énormément progresser en tant que partenaire aussi, de danser avec elle. Parce qu'avec toute son expérience, et puis c'était vraiment une danseuse hors norme. Ouais. Je sentais qu'il fallait que, pareil, je parte. Et donc j'ai dû démissionner. Et alors là, il faut que tu nous racontes comment tu vas l'annoncer au directeur de ballet de Zurich et comment il va prendre la nouvelle. Parce que je crois qu'il ne l'a pas bien pris du tout. Très très mal. Il est rentré dans vraiment une folie furieuse, très caractérielle. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Moi, je venais pour parler avec lui, savoir si on pouvait trouver un arrangement, si peut-être que j'aurais pu revenir plus tard ou faire un peu les deux. Je ne sais pas, je voulais avoir son avis là-dessus, de cette opportunité que j'avais. Et il m'a dit, mais si tu décides d'aller là-bas, je ne veux plus te voir, sors de mon bureau. Il avait plein de photos de moi, je me souviens. Il a sorti de son tiroir toutes les photos de toute l'année, de toutes les productions que j'avais faites. Regarde ce que je t'ai fait danser. Il m'envoyait les photos à la figure. Je voyais des photos de Gisèle qui passait, des chorégraphies avec William Forsythe, plein de choses. Complètement drama queen, quoi. Ouais. Waouh. Ah oui, hurlant. Et moi, je partais à marche arrière, comme ça. J'essayais de trouver, d'appuyer sur l'ascenseur pour descendre. Parce que je me dis, il va m'envoyer un vase, il va me... Ah oui, c'était très violent. Très, très violent. Et il n'y avait pas de machine arrière possible. Tu as dit, tu quittes ce bureau, c'est terminé. Terminé. Et il t'a barré de toutes les productions dans lesquelles il... Ah oui, presque j'ai même pas eu le temps de descendre dans les studios pour la répétition que déjà mon nom était rayé de partout. Incroyable. Ouais. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Tu débarques à Marseille. Et là, tu vas passer combien de temps à Marseille avec Pietragala ? Alors, 6 ans à ses côtés. Ouais. 6 ans à ses côtés. Qu'est-ce que tu vas garder de cette collaboration ? C'était là encore très enrichissant pour toi ? Oui. J'ai beaucoup appris à ses côtés, surtout en tant que partenaire et même en tant que danseur, parce qu'elle me donnait aussi des conseils très judicieux. Et comme on avait eu vraiment la même école, elle était aussi à l'opéra, donc il y avait une entente très, très fluide, très facile, évidente. Donc ça a été pour moi vraiment 6 très belles années avec elle. Parce qu'on dit qu'elle n'est pas toujours facile avec tout le monde, mais vous avez eu vraiment des rapports très fluides. Très fluide, très professionnel, une entente artistique. J'étais un bon partenaire, donc elle était contente de mon travail et tout se passait bien. Ouais. Au bout de 6 ans à Marseille, Marie-Claude Pietragala, pour des raisons de gestion de l'opéra qui n'était pas forcément fameuse, va devoir quitter l'opéra de Marseille, la Criée, et elle veut t'emmener dans ses valises. Ouais. Là encore, nouveau choix pour toi, cornélien, ou pas peut-être d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Elle te dit viens avec moi, qu'est-ce qu'elle compte te faire faire ? Voilà, elle était vraiment en désaccord avec beaucoup de personnes à Marseille. Elle s'en va et elle me dit je vais créer un autre projet à Paris. Voilà, j'aimerais bien que tu me suives. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai pas vraiment réfléchi. Je lui ai pas dit ah d'accord, je vais voir, je vais penser, je réfléchis un peu. Tout de suite, spontanément, j'ai dit ah non, je préfère rester ici. Wow. Et là, un blanc.
vraiment comme un blanc avant la tempête. Le tsunami qui arrive, le silence total. Et je dis, mince, peut-être que je suis allé trop vite dans ma réflexion, mais j'ai pas pu faire marche arrière. Elle m'a mis la main comme ça devant le visage, elle m'a dit, ne m'approche plus jamais. C'était définitif. Ouais. Ça s'est passé aussi vite que ça. Il y a énormément d'ego, hein. C'est ce qu'on dit. Le directeur de Zurich, par exemple, qui ne supporte pas que tu le quittes. Pietragala, qui ne supporte pas que tu ne viennes pas avec elle quand elle s'en va. Ça s'explique comment, cet ego démesuré qui fait que... Rico Pietragala, non, c'est douloureux aussi. Non. Déjà, elle était en souffrance. C'était pas facile de partir de Marseille, ce qu'elle avait recréé, ce qu'elle avait formé. Elle s'est sentie trahie. Un danseur qui était à ses côtés, qui l'a épaulé, qui l'a soutenu et qu'elle a aussi beaucoup fait progresser, tout d'un coup lui dit non comme ça. Ouais. Je peux comprendre qu'on ait une réaction un peu impulsive, ouais. On ne peut pas contrôler. C'était pas vraiment de l'ego, là, c'était... je pense qu'elle a été très étonnée et c'était une manière de réagir aussi. J'ai pas été très délicat. Ouais. C'est peut-être de la colère triste, on va dire. Oui, je pense. Ouais. Oui. Vous n'avez plus jamais travaillé ensemble avec Marie-Claude Pietragala. C'est un regret de ton côté ? Non, parce que je pense que l'histoire qu'on a écrite ensemble à ce moment-là, il y a eu un début et une fin. Elle a fait d'autres projets. Je regarde un peu voilà ce qu'elle fait. Je la sens très épanouie. Elle fait des choses qui lui correspondent et des choses très, très intéressantes. Et moi, j'ai tracé de mon côté. Voilà, parce que si tu es resté à Marseille, c'est parce que tu as voulu, dans un premier temps, continuer à travailler à l'Opéra. Et tu as fondé les bases de ta compagnie. Et on va parler de ce que tu deviens aujourd'hui. Cette compagnie, Julien Lestel, pourquoi tu as souhaité la créer parce que c'est quoi l'idée de cette compagnie ? Ça s'est fait un peu par erreur au départ, parce que pareil, je voulais pas être danseur étoile. Finalement, j'ai eu des grosses responsabilités. Je voulais pas être chorégraphe. Finalement, je suis aujourd'hui chorégraphe et maintenant presque depuis 20 ans. On m'a fait une commande un jour pour un spectacle. Voilà, il fallait que je fasse une chorégraphie. En fait, j'étais danseur principal. Je devais danser dans un festival. Et l'organisateur m'a dit, on n'a pas la possibilité de payer les droits du chorégraphe. Comment faire ? Et moi, j'ai dit, je sais pas, je vais demander à un ami chorégraphe. Donc, en fait, j'ai fait moi-même une chorégraphie, j'ai donné un faux nom et j'ai commencé à faire mes débuts de chorégraphe de cette manière-là. Okay. Il y a eu beaucoup de succès, à mon grand étonnement. Tout le monde me parlait de la chorégraphie, même presque plus de moi que moi en tant que danseur. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas continuer ? Et de fil en aiguille, avec des amis danseurs, j'ai commencé à chorégraphier. Et voilà, ça a pris de plus en plus de place et d'importance. Je sentais les gens très heureux de travailler avec moi et je sentais le public aussi très réceptif à mes propositions artistiques. Donc j'ai décidé un jour de créer ma propre compagnie. Voilà. Et alors pourquoi tu sentais les gens si heureux de danser avec toi ? C'est parce qu'il y avait une autre façon d'apprendre les chorégraphies, d'apprendre la danse avec toi ? Est-ce que quelque part, avec cette compagnie, tu n'as pas créé l'école et l'ambiance de l'école que tu aurais aimé trouver quand tu avais 10 ans, 15 ans ? Ah oui, complètement. Je me suis débarrassé de tous ces carcans, de tout ce qui, moi, parfois, m'a empêché de me délivrer avec sincérité, avec émotion, avec profondeur dans mes mouvements, parce qu'il y avait trop de parasites, surtout le rapport humain, tout simplement. Et dans ma compagnie, voilà, je me suis débarrassé de tout ça. J'ai gardé la rigueur, j'ai gardé le travail, la persévérance, mais il y a vraiment beaucoup d'échanges, de communication entre les danseurs. Moi, avec les danseurs, je me pose jamais, moi, en tant que supérieur. J'ai toujours un regard plein d'admiration, plein de compassion et toujours envie de les faire briller. Voilà, donc on est plus dans l'admiration et la bienveillance que ces personnes qui ont tendance à casser pour dire qu'on est très rigoureux. On peut bien danser sans être forcément à la schlag, comme on dit. Oui, vraiment. Oui. Et puis je pense que... Alors c'est un peu paradoxal, mais même si c'est un métier où on est beaucoup dans la représentation, j'aime pas forcément être vu. Pour moi, la scène, c'est un moment de partage, c'est un moment suspendu où on peut oublier tellement de choses. On peut réfléchir d'une autre manière, on peut communiquer avec le public. C'est pas juste pour apporter un jugement, mais qu'il est beau, qu'il est bien, qu'il danse bien. En fait, ça m'intéresse pas trop. Ce qui t'intéresse, c'est de communiquer des émotions. Oui.
Et c'est ce qu'a très bien fait avec toi Maître Brieux, puisque c'est lui qui t'a donné le secret. C'est quoi le secret pour communiquer des émotions à un public? Le secret, c'est déjà d'être très sincère, de ne pas surjouer, de ne pas jouer. Je pense que quand c'est trop calculé, on perd le naturel, on perd la sincérité et on perd le vrai rapport à l'autre. Oui. Moins technique que sentimental sur scène. Presque. Exactement, oui. Merci beaucoup, Julien. On va juste parler de l'actualité parce que ta compagnie aujourd'hui, c'est combien de danseurs et combien de spectacles tout au long de l'année? Parce que je crois qu'il y a une dizaine de spectacles chaque année joués par ta compagnie un peu partout. Alors, il y a 10 spectacles qui tournent en même temps, mais il y a au moins 40-45 spectacles sur toute l'année. 10 danseurs, 5 filles, 5 garçons. Beaucoup de tournées dans des lieux en France, à l'étranger, très différents, des festivals magnifiques et un répertoire assez complet. Oui. Voilà, et si vous êtes en France, dans de nombreux festivals chaque été, le mieux pour connaître la programmation, c'est d'aller sur le site internet qui est, je te laisse me le rappeler. balletjulienlestel.com. balletjulienlestel.com tout simplement. Merci beaucoup Julien. Alors avant de te quitter, on a comme à chaque fois dans cette émission les questions de la table de chevet. Elles sont prévues sur mesure pour toi. Dans un premier temps, je crois avoir la réponse, ta chambre, elle est parfaitement rangée ou c'est un joyeux bazar? Parfaitement rangée. J'en étais sûr. J'aime l'ordre, mais pas non plus excessif. Mais j'aime bien l'ordre. Il faut que ce soit zen, au moins. Oui. Tu es comment au réveil? Joyeux, grognon ou déjà en mouvement? Aucun. Ni joyeux, ni grognon, ni en mouvement. Je suis en méditation. D'accord. Je me réveille et je médite. Je sens les choses qui arrivent de la journée. Je pense au passé, au futur. J'ai un passage entre la nuit et après l'activité. Et ça peut durer combien de temps, ce passage? Ça peut durer 5-10 minutes. D'accord, très bien. C'est pour ça que tu es si... tu es présent en tout cas, tu es complètement là. Tu dors facilement après un spectacle où ton cerveau continue à danser toute la nuit? Je dors pas facilement, je n'aime pas dormir. Tu es un petit dormeur. Oui. Et j'ai l'impression que chaque fois il faut se coucher. J'ai l'impression, mais encore, j'ai l'impression de me lever, qu'il faut déjà aller au lit. Après un spectacle, il y a l'adrénaline, il y a les émotions, c'est les moments les plus forts qu'on peut partager. Donc c'est impossible de trouver l'apaisement et de s'endormir. Il y a trop, le corps est en ébullition. C'est ça. Il y a eu tellement de moments forts aussi, d'échanges avec le public, avec les autres danseurs. Donc c'est la concrétisation de tout ce travail, c'est toute ma vie en fait, tout d'un coup qui est à un moment donné sur scène. Donc c'est impossible d'aller dormir. Qu'est-ce que tu dirais à un ou une jeune passionnée de danse et qui n'oserait pas se lancer aujourd'hui de façon professionnelle? Il faut être passionné et avoir du courage et aimer travailler. Et il faut aussi apprendre très très vite à avoir du recul face aux choses, mais même dans la vie de tous les jours, n'importe qui. Je trouve qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'agression. Il faut toujours se dire que de toute manière, la vie elle passe. Il y a eu des choses avant, il y aura des choses après. Donc pourquoi s'encombrer de telles choses blessantes, parfois qui détruisent des gens, vraiment des choses qui servent à rien? Moi, j'ai toujours essayé que les choses glissent, que les choses passent. Alors, ça ne veut pas dire que je ne prends pas les choses en considération et parfois je réfléchis sur des critiques, mais je n'essaye pas d'être blessé pour rien. Donc quand on veut être danseur, il faut avoir du recul, il faut être passionné et avoir une rigueur vraiment à toute épreuve pour progresser parce que c'est un métier qui est très difficile. Et ne rien prendre à titre personnel. Non. Ça, c'est un des accords Toltec, mais je pense que tu te les appliques très régulièrement. Et pour terminer, Julien, l'anecdote la plus gênante que tu n'as jamais racontée ailleurs et que tu vas nous livrer ici et maintenant. Alors, peut-être. Alors, c'est assez embarrassant, mais à la fois aussi très drôle. Ouais. Je me souviens d'être sur la scène de l'Opéra de Marseille. Je dansais le Prince dans Gisèle, deuxième acte, très romantique, avec une partenaire avec laquelle je m'entendais très très bien, qui était en tutulon, voilà, le Gisèle, deuxième acte dans le cimetière. Ouais. Et tout le pas de deux était très lent, des mouvements très lents, c'est comme si elle traversait l'espace, tout dans la délicatesse, pas de bruit sur le sol. Elle était entre la Gisèle à ce moment-là entre la vie et la mort, donc elle est à la fois humaine, à la fois un fantôme. Okay.
Et tout d'un coup, j'entends sur scène, donc il y avait le chef d'orchestre, la musique, je lui fais un porté, il y a beaucoup de décalés. Donc on décale le poids du corps de la partenaire. Et j'entends qu'elle me dit « Oh, mon amour ». Et donc du coup, alors c'est vrai qu'on s'entendait très très bien ensemble. Et j'ai dit « Oh, mais elle est complètement dans son rôle ». Parce qu'on ne dit pas ça sur scène avec un public. C'est que vraiment, elle est dans son personnage. Elle est dans le ressenti complet. Et donc, on sort de l'adage. Avant de faire les variations, on est en coulisses. Et je lui dis « Mais c'est beau ce que tu m'as dit, oh mon amour ». Elle me dit « Mais je t'ai jamais dit oh mon amour, je t'ai dit mets-moi sur ma jambe ». Donc tu avais fantasmé. Complètement. J'ai dit elle est partie, je la fais tellement bien danser, je la manipule bien que du coup, elle est avec son prince, elle est complètement dans un état... Et puis en fait, non, je ne devais pas assez la décaler, donc elle me dit mets-moi plus sur ma jambe. Mais il n'y a rien à voir entre oh mon amour et mets-moi plus sur ma jambe. Moi, je pense que je devais tellement apprécier ce moment que j'ai déformé complètement ce qu'elle pouvait dire. On est passé de quelque chose de très technique à quelque chose de très sentimental. C'est exactement ce que tu nous disais tout à l'heure pour faire parvenir les sentiments et les émotions au public. Voilà. Et ben, merci beaucoup, merci, Julien, pour cette anecdote. Et merci aussi de nous avoir raconté ce rêve d'enfant et les difficultés aussi à l'atteindre, parce qu'on a vu que ça n'avait pas été forcément un parcours tout rose. Merci pour ça. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres confidences sur France.tv et sur YouTube. À bientôt, Julien. Merci. À bientôt, merci.